Bonjour à tous, bienvenue à cette session axée sur la sécurité et la résilience des environnements Azure. L'objectif, c'est de proposer une session avec des bonnes pratiques, à travers de 10 bonnes pratiques. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation et dès que ce soit interactif. Donc, merci bien sûr aux sponsors et à GSF pour l'accueil et l'organisation. Merci aux autres sponsors, Aero et Inetom, si je prononce correctement. Pour organiser des événements similaires, on sait que sans ces sponsors-là, c'est compliqué d'assurer une qualité de présentation de session tout au long de la journée. Donc, c'est indispensable d'avoir des sponsors. Monaco Digital, nous-mêmes, faisons partie des sponsors. On va commencer par se présenter. Moi, je suis Christopher Grimaud, je suis CTO chez Monaco Digital, en charge également des alliances partenaires et de la direction en vente. Et j'anime également un blog, Original Network. Je suis accompagné par William. Et voilà, donc je vais me présenter. Bonjour à tous. Donc, William Sewing également, chez Monaco Digital. Je suis team leader sur la partie Microsoft Système et Messagerie. Donc, par extension, tout ce qui est 365 et Azure également. On va vous parler de manière très synthétique du groupe Monaco Digital, puisqu'il y a des évolutions au sein de notre organisation. C'est important de vous les partager, mais nous, on va faire rapide. Monaco Digital est en pleine croissance. De ce fait, aujourd'hui, est devenu un groupe à travers de 3 sociétés. Bien sûr, le vaisseau amiral qui est Monaco Digital, qui représente la plupart de l'effectif du groupe et qui porte la plupart des activités, des centres de services. Il y a 1 an, on a fait le choix de créer 2 structures dépendantes. Donc la première qui était Monaco Cybersécurité, afin de créer un pure player de la cyber et de proposer nos offres qu'on faisait déjà auparavant, mais de continuer à les développer, le conseil, l'audit, mais aussi de renforcer ce catalogue en créant un SOC en principauté, on viendra dessus tout à l'heure. Et bien sûr, en créant Avant-Garde Consulting sur la France, avec la création d'agences à Sophia Antipolis. On a des locaux qui sont à proximité de GSF, même pas 1 kilomètre. Des locaux à Aix, des locaux à Lyon et des locaux à Paris. Et l'objectif d'Avant-Garde Consulting, c'est d'accompagner les clients, notamment le gros compte, c'est Enterprise, en mode accompagnement sur du moyen long terme et sur des missions d'envergure, avec 2 focus, le cloud et la cybersécurité. Au niveau de la progression de l'évolution de Monaco Digital, ici vous avez les chiffres qui sont tout frais, avec une progression qui est organique au sein du groupe. Une belle progression, chaque année à 2 chiffres, encore une progression de 20% à la fin de 2022, et bien sûr des effectifs qui continuent de se renforcer. Alors, on a beaucoup de postes ouverts. Je profite pour passer un message. On cherche des architectes, consultants, ingénieurs, avant-vente, des commerciaux. Et également dans mon équipe. Et également dans l'équipe de William, Microsoft. Ce qui a un peu évolué aussi, c'est nos bureaux à Monaco, qui est notre siège, avec l'acquisition d'un plateau supplémentaire dans le même bâtiment, 800 mètres carrés supplémentaires au rez-de-chaussée, pour accueillir notre activité cybersécurité. Très rapidement, ici on décrit nos centres de services, nos expertises. Bien sûr, la cybersécurité, c'est surtout sous cet axe qu'on est connu au travers de Monaco Cybersécurité, Monaco Digital. On a un gros focus cloud, multi-cloud, donc on a créé une expertise, une cellule dédiée au développement de ces offres-là. Notre métier historique, ce sont les infrastructures et le réseau, qui est porté chez nous par Jérôme Triglia. Et là, l'objectif, c'est de vraiment proposer en mode intégration tout notre catalogue, à savoir le stockage, la vertu, bien sûr le réseau, le système. C'est dans cette équipe-là que William, comment dirais-je, porte l'activité. Une activité sur la partie endpoint, et poste de travail. Et bien sûr, la partie data management qui est vraiment liée à l'écosystème sécurité. Donc ce centre de service-là, c'est quand même 30 personnes.
Et autre centre de service important chez nous, représentatif, c'est le support et l'infogérance, avec un centre de service qui compte environ 85 personnes sur le plateau, avec des services managés, de la supervision pour nos clients et de l'assistance technique. Autre centre de service qui est assez structurant, le conseil et la transformation digitale, avec une cinquantaine de consultants. Ça, c'est vraiment une force de frappe dans nos activités, puisque avec cette centre de service-là, on est capable d'accompagner nos clients de bout en bout. Ces consultants-là ont des profils de chef de projet, AMOA, DSI à temps partagé. Et donc, sur les très gros projets, on n'hésite pas à les solliciter pour positionner un chef de projet qui est un peu plus fonctionnel que technique. Et enfin, une activité de développement d'applications DevOps avec notre équipe M365, représentée ici par Stéphane Rouquet, et dans lequel ce matin, Max et Larry faisaient partie dans la session Viva Connection. Ici, on vous a affiché notre feuille de route, notre objectif, comme beaucoup d'intégrateurs, il est sur deux axes principaux, le multi-cloud et la sécurité des métiers. Dans le sens, pour nos clients, en sécurité des métiers, il faut entendre sécurité des SI et cybersécurité. On a un gros focus sur la sécurité des SI avant de positionner des produits de cyber, parce que notre philosophie, c'est de dire que ça ne sert à rien de mettre en place des solutions de cyber si on n'a pas respecté les fondamentaux, si on n'a pas sécurisé les couches basses. D'accord ? Donc, notre catalogue complet à travers du groupe eh bien, nous permet d'adresser tous les domaines qu'on voit à l'écran. Donc, je ne vais pas les repasser, mais ce qui est important aujourd'hui en 2023, c'est qu'on est axé sur deux enjeux, la souveraineté, des offres souveraines à la fois en principauté et en France, et bien sûr la transformation RSE avec un pilier sobriété énergétique, puisque nous proposons à nos clients des offres d'infrastructures, stockage, du matériel, de l'hardware. Ces matériels-là consomment de l'énergie et de ce fait, on doit avoir un devoir de conseil pour les orienter dans ce choix. Au niveau sécurité, à droite, vous voyez nos différents domaines sur lesquels on se positionne. La gestion des identités, qui est une grande famille, la gestion des vulnérabilités également, qui englobe les scans de vulnérabilité et le patch management. La détection response, c'est tous les acronymes qu'on peut voir un peu modernes et que tout le monde utilise côté constructeur-éditeur, SOC, SWAR, XDR, tous les termes un petit peu barbares. Les réseaux de la sécurité, c'est vraiment, tout à l'heure, ce que je disais, les couches basses. Et ici, on a un vrai savoir depuis des années. Il faut savoir que toutes les infrastructures qu'on déploie chez nos clients sont nativement Secure by Design. Ensuite, un domaine sur la protection des données. Dans le sens protection des données, il faut comprendre traçabilité, mouvement de la donnée, protection de la donnée type sauvegarde, jusqu'au DLP, sujet sur lequel on reviendra plus tard dans la présentation. Une activité, bien sûr, un gros domaine sur la partie audit, test d'intrusion, phishing, qui est notamment opéré par Monaco Cybersécurité au sein de l'équipe. Ce schéma-là est la vue technique du schéma fonctionnel qu'on a vu précédemment. L'idée ici, c'est de vous faire comprendre qu'on est capable d'adresser toutes les briques sécurité au sein d'un SI. Plus un client est mature en termes de sécurité et cybersécurité, plus on doit retrouver ce type de briques au sein de son environnement. Donc, sur les bonnes pratiques qu'on va évoquer tout à l'heure, eh bien, vous voyez le SASI pour la protection des workload cloud, vous voyez une brique Active Directory, qui est le centre névralgique du système d'information. Vous voyez la brique data, et la data qui est très liée à droite à la partie DLP. L'objectif ici, c'est de contrôler le mouvement latéral de la donnée complet sur le SI, de la source jusqu'à sa sortie. C'est pour ça que on parle ici de traçabilité de la donnée au travers d'outils bien spécifiques jusqu'au DLP pour contrôler la donnée en sortie. L'IAM pour la gestion des identités, et ensuite tout ce qui va rentrer dans la partie plus cyber à droite, avec les scans, la partie détection risque, SOC, EDR, MDR, etc.
Et enfin, la partie DLP. Autre point important, c'est la partie sauvegarde. On aura aussi un sujet tout à l'heure sur Azure dans notre présentation. La partie sauvegarde chez nous fait partie de l'écosystème sécurité DSI et cyber, puisqu'on voit cette brique-là non pas comme une brique infrastructure, mais comme le dernier rempart en termes de sécurité. Alors, au niveau de l'introduction, avant d'introduire les bonnes pratiques, il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'attaques sophistiquées. Et pour bien les comprendre, il faut comprendre à qui on a affaire exactement. On a affaire à des groupes d'attaquants, on peut appeler ça aussi des cartels, qui, par rapport à avant, peuvent faire du dégât ou des dégâts, même en étant isolés. Pour ce faire, ils ont la possibilité de s'abonner, de s'affilier à des plateformes en ligne, on appelle ça des plateformes de ransomware as a service. C'est ça. Et dans les classes, on a bel et bien le RAS qui existe, disponible utilisé. Et dans lequel, en payant l'abonnement, ils vont pouvoir accéder à tout un type d'outils et de services, et après gérer et contrôler leur attaque, ou plutôt les attaques, puisqu'en général, ils posent leur persistance chez plusieurs clients en parallèle. Pour contrôler les attaques, ils trouvent en général plusieurs jours, semaines. Donc le schéma qu'on voit à gauche, c'est vraiment le contrôle complet. Hein. L'objectif, c'est d'utiliser des compétences des outils au travers d'un abonnement, mais aussi de s'appuyer sur des compétences pour, selon le type de client et selon les technologies utilisées, de pouvoir aller chercher les compétences en fonction des matériels ou des logiciels qui seront en place. Ensuite, bien sûr, puisqu'il va bien falloir se faire payer sa rançon, ils peuvent bénéficier de ce service-là pour ce qu'on appelle déclencher le blanchiment d'argent au travers de mules. Les mules, c'est pour digérer des bitcoins et les faire passer de manière plus transparente. Plutôt qu'un gros montant sur une seule personne, on travaille au travers de mules. Au sein de ces plateformes-là, ils vont pouvoir accéder, comme je disais, à des outils, à des services, et donc récupérer tous les outils, les exploit scripts, les recon tools, les command and control, tous ces types d'outils et d'utilitaires, mais aussi, bien sûr, des services avant-vente, après-vente, et même si un outil ne fonctionne pas, ils peuvent porter une réclamation pour en avoir un autre. Donc c'est ce qu'on essaie de vous présenter à droite. Et comme on peut voir ici, vraiment, le tarif de ces ransomware as a service peut démarrer très faiblement, et n'importe qui voit bien que des ransomware, ici il y a des prix indicatifs, $66, l'utilisation d'un PC infecté, c'est 13 centimes, ce genre de choses. On peut louer des services d'Elite Service pour $800 par mois, c'est-à-dire que si vous désirez qu'un site internet ne soit pas accessible, vous pouvez essayer de payer un service qui va vous coûter $800. Et vous imaginez bien tous les dégâts qu'il peut y avoir derrière si votre site marchand n'est plus accessible. Et au niveau des cibles, vous savez tous que tout le monde est touché. Et ce qu'on a vu en fin d'année, c'était surtout bien sûr les hôpitaux et les collectivités. Donc, concernant Microsoft et par rapport à notre environnement Azure, et par rapport à tous ces outils-là, on va dire qu'au niveau des rémédiations, Microsoft regroupe en tout cas tous ces services, ces utilitaires-là, ces moyens-là, au travers de trois grandes familles. D'abord, un travail sur l'hygiène. Ensuite, sur la partie Zero Trust, que vous avez sûrement vu pour ceux qui ont participé à la session de ce matin, le Zero Trust. Et enfin, la partie DDoS avec les lignes de service. Tout à fait. Et tout ça inclus dans Azure avec des outils d'Azure, sur lesquels on va vous présenter sur chacun des points. Alors c'est parti, bonne pratique numéro 1. William, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet outil-là, qui est le Secure Score ? Donc, effectivement,
un des principaux outils concernant l'hygiène chez Azure au niveau de la sécurité, c'est ce qu'ils appellent ce Secure Score. C'est un outil qui est disponible en fait sur tous les tenants à partir du moment où vous avez des licences Office même basiques. Hein, vous pouvez commencer à avoir un début de score là-dessus. Ce qui est important de comprendre avec ce score, c'est que ça permet de manière rapide et facile d'évaluer, suivant les services qui sont déployés sur votre tenant, votre surface d'attaque et vraiment cette capacité de résilience sur le long terme de votre tenant aux différentes attaques. Alors c'est un indicateur avec justement facile à comprendre, hein, 30%, 50%, 60%, et c'est surtout un score qui évolue avec le temps et qui évolue en fonction des services, des usages et également des licences que vous prenez sur votre tenant. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir regarder et faire évoluer dans le temps. Cet outil, il est gratuit ou il est intégré nativement? Donc oui, c'est bel et bien intégré nativement. C'est vraiment dans la partie sécure. Donc dès qu'on va rajouter par contre des licences supplémentaires pour activer des process et des services supplémentaires, on va avoir ce score qui va évoluer. Et dans ce Secure Score, en fait, vous avez vraiment toutes les bonnes pratiques et tous les points. Et en fait, c'est vraiment simple d'utilisation. Il va vous dire, sur ce point-là, vous n'avez pas renforcé, par exemple, le MFA. Vous pouvez augmenter votre score en activant ces options. Et derrière, il y a bien entendu le petit tuto ou la petite recommandation de comment faire. Donc, c'est assez facile à utiliser. Après, bien entendu, il y a quand même certaines pratiques et certaines politiques à appliquer où il faut se mettre d'accord et l'étudier, puisque il va vous dire c'est interdit de partager, vous avez autorisé le partage à l'extérieur, c'est à vous de voir et en suivant la politique interne si vous voulez l'activer ou pas. Mais c'est vraiment quelque chose de très important qui vous donne un bon indicateur de votre surface d'attaque et de votre hygiène Azure. Ok, alors ensuite la deuxième bonne pratique, c'est la protection des comptes. Alors oui, juste avant, donc on parlait vraiment de l'hygiène. Là, ce deuxième point-là, c'est vraiment le point sur le zéro trust. Donc, qu'est-ce qui est central dans l'AD? On l'a vu, c'est les identités. Et comme on a pu le voir, il y a différents types d'identités. Et dans tous les cas, derrière l'identité, il y a le mot de passe. Et ce fameux mot de passe aujourd'hui qui n'arrête pas d'évoluer. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de passwordless. Et aujourd'hui, c'est vraiment la tendance vers laquelle il faut tendre. Moi, j'ai peu de mal à comprendre. On nous a matraqué pendant les dernières années avec nos mots de passe, la robustesse, la longueur, la complexité. Et là, aujourd'hui, on parle de bonnes pratiques sans mot de passe. Alors en fait, derrière, il y a bien des techniques de sécurité, il y a bien des mots de passe, mais le but, c'est de plus en plus que l'utilisateur n'ait pas à utiliser un mot de passe, malgré aussi fort soit-il. Et d'ailleurs, ça là-dessus, la sécurité change son paradigme. Hein. On a souvent entendu qu'il faut changer régulièrement les mots de passe des utilisateurs et ce genre de choses. Microsoft, depuis un certain nombre d'années, et l'ANSSI, depuis un peu plus d'1 an, préconise maintenant de ne plus forcer le changement de mot de passe pour tous les comptes utilisateurs qui ne sont pas sensibles, puisqu'en fait, aussi complexe soit-il, eh ben, on force l'humain tel qu'il est à changer régulièrement et à se souvenir, eh ben, ça implique beaucoup de failles plus importantes qui est écrire son mot de passe au bout d'un moment dans des fichiers, laisser à droite, laisser à gauche, des mots de passe incrémentés, facilement identifiables. Le passwordless, qu'est-ce que c'est? C'est l'identification forte à travers du coup de nouvelles technologies où on va utiliser du chiffrement de votre puce TPM
de chiffrement de clés type FIDO2 et ce genre de choses. Et vraiment, on a aussi le Windows Hello. Alors tout ça, c'est bien sûr, c'est à implémenter et à mettre en place. Mais vraiment, demain, ça va amener l'utilisateur à ne plus avoir à taper le mot de passe. Et tout ce qui est social engineering et tout ce qui est phishing, et ben, toute cette partie-là, on va diminuer cette surface d'attaque puisqu'on va habituer l'utilisateur à ne pas rentrer des mots de passe. Et aujourd'hui, la principale fuite de mots de passe, c'est quelqu'un qui s'est fait, qui a reçu, qui a rentré son login, son mot de passe. À force d'en recevoir, à un moment, il s'est gouré. Aussi bien chez les utilisateurs que chez les admins. Hein. Les admins IT ne sont pas épargnés par ça aussi. Et vraiment, la bonne pratique et le futur, il se trouve là-dedans, clairement. Au niveau des comptes, il y a aussi une autre chose. Ici, on va parler en plus du passwordless, de tout ce qui est PIM. Donc ça, c'est tout ce qui va être accéder à ce qu'on a droit au bon moment durant le temps qui est nécessaire. C'est-à-dire de ne pas avoir des comptes dormants, admin, qui pourraient être compromis sur le long terme, qui ne sont pas forcément utilisés, qui sont là dormants, alors qu'on n'en a pas besoin. Et on n'a pas besoin de droits tout le temps, tous les jours, à ce niveau-là. C'est pas d'admin temporaire. Tout à fait. En fait, ce sont des droits qui sont ajoutés au compte quand c'est nécessaire. Et il y a toute la partie chez Microsoft PIM qui permettent cette gestion-là de l'identité et des droits. Le Zero Trust. Alors, sur Azure, donc là, on a parlé juste avant de l'hygiène, du compte. Il y a quand même au niveau Azure, c'est toute l'infrastructure. Comme on a également l'habitude, malgré que ce soit dans le cloud, il y a toujours cette notion de segmentation. Et vraiment, tout à l'heure, tu le disais, hein, pour les attaques, tout ce qui va être mouvements latéraux. Qu'est-ce qui permet les mouvements latéraux? C'est lorsqu'on se retrouve dans un segment réseau où on peut avoir accès à plusieurs ressources. Chez Azure, comment ça se pense, cette segmentation? Il faut que ce soit bon pour le business, c'est-à-dire juste que ce soit bien pensé au niveau adhérence au business, mais également isoler ce qui va être justement données sensibles, ressources sensibles, des ressources qui peuvent être exposées et éventuellement compromises. Quand on a fait ça, également, tout ce système-là, il faut le monitorer, puisque les attaques dormantes, et comme tu le disais, c'est sur le long terme. Les attaques et les ransomware, tout ce genre de choses, c'est sur le long terme. On peut ne pas avoir un début d'attaque, et c'est à force de monitorer tout ce qui se passe que là, on peut avoir une alerte. On peut passer donc là sur comment ça se matérialise chez Azure. Donc on a notre tenant. On a le socle de base, hein, qui est notre Azure AD, typiquement. Et là, en fait, on segmente par tout ce qui est le système de souscription. Hein, quand vous êtes sur Azure, vous avez d'abord la première couche de souscription, qui peut être différente. Vous pouvez en avoir plusieurs, suivant un tarif de coût, de plein de choses. Ensuite, et de là-dessous, on va le découper, cette segmentation, par type de groupe et de ressources, justement, pour savoir de quoi on parle. Et en dessous, les réseaux. Donc, il faut bien, c'est vraiment la bonne pratique, et penser dans Azure à faire cette segmentation comme on le ferait sur notre AD on-premise. Ou enfin notre LC on-premise, tout à fait. Bien entendu, avec tout ça, il y avait cette partie monitoring. Dans la partie monitoring, chez Azure, comment ça se traduit aujourd'hui? Ça se traduit avec l'ASC, l'Azure Center
Security Center, pardon, à travers lequel, par défaut, tout ce qui va, à partir du moment où vous avez les services déjà Microsoft 365 qui sont activés, vous avez tous les logs qui remontent dans cet Azure Center Security, qui est accessible à partir du moment où vous avez du Windows Defender dans vos services Microsoft. Qu'est-ce que c'est exactement alors, vous l'avez peut-être vu, il y a eu d'autres présentations qui en ont parlé également. Donc là, pour refaire une présentation générale, on pourrait le traduire aujourd'hui comme le puits de log, mais ce n'est pas seulement un puits de log qui va récupérer de l'information. Il y a également de l'intelligence artificielle qui va commencer à repérer des types d'alertes et qui va analyser ces logs, une première analyse, et qui va générer du coup des alertes qui vont, donc là on le paramètre avec par mail ou par téléphone. Et ensuite, toutes ces alertes-là vont pouvoir être mises dans une dernière brique qui serait un SIEM. Alors chez Microsoft, on a cette partie-là, Azure Sentinel, qui va permettre, une fois qu'on a fait les alertes, de partir vers tout ce qui va être ce qu'on appelle SOC, SIEM, vers le SIEM qui est l'action à entreprendre. Donc chez Microsoft, ça s'active comme ça. Au niveau des logs, pour en revenir un tout petit peu en arrière, c'est vraiment central cette partie-là qui est activée avec Microsoft Windows Defender. Il y a également toute la partie Azure et ressources qui peuvent être activées, qui sont activables et qui doivent l'être, si on veut vraiment être complet au niveau de la sécurité et de la remontée des logs. On va pouvoir notamment remonter tous les logs sur notre partie tierce, c'est-à-dire notre partie on-premise. Il y a des agents qui se déploient. La partie également multi-cloud, AWS et ce genre de choses. Tous les agents peuvent remonter les informations dans ASC pour vraiment concaténer et faire cette remontée de log. Du coup, là, juste avant, donc ça, c'est vraiment cette remontée et cette ingestion qui est envoyée justement dans un SIEM pour ensuite pouvoir appliquer les actions nécessaires. Et de là, SIEM, là, je vais te laisser parler plus de cette partie, puisque c'est la dernière partie, vraiment action sur la remédiation cyber. Effectivement, c'est tous ces logs-là, toutes ces sources d'informations, on peut les envoyer bien sûr à Azure Sentinel, mais pas que, on peut les envoyer aussi vers des solutions tierces. Mais avant ça, il faut bien comprendre ce qui se passe sur le marché au niveau de toutes ces technologies, de toutes ces offres, SOC, EDR Manager, XDR, etc. Puisqu'on utilise, notamment les éditeurs et les constructeurs, vont utiliser ces acronymes-là, des fois de façon un peu plus abusée que d'autres, et il est important de savoir là comment se positionner et comment se positionnent ces différents acteurs, puisque la technologie, bien sûr, elle est importante, mais dans un SOC, c'est aussi l'humain, les analystes, qui font la différence. Nous, on utilise souvent une comparaison avec le réseau Vinci. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pour comprendre comment sont sourcés les logs, eh bien, ça fonctionne à peu près de la même façon. Hein. Les autoroutes par Vinci sont gérées au travers de ce qu'on appelle un PC sécurité. On appelle ça un organe dédié, dans lequel on a des grandes salles avec des grands écrans, des équipes qui vont recevoir des informations qui arrivent un peu de partout et de différents moyens. Donc les informations collectées, elles viennent bien sûr des équipes qu'on appelle de viabilité, ces équipes de réseau Vinci qui sont sur le terrain, qui vont remonter ces infos, c'est des anomalies, des accidents, ce genre des choses sur les voies, sur la voie par exemple, qui viennent bloquer. Et vont aussi venir des caméras de vidéosurveillance avec de l'intelligence. Les infos vont venir également des usagers par téléphone, qui vont
alimenter, le PC sécurité. Bien sûr, des bandes de réseau d'appel, les bandes orange dans des routes, et bien sûr aussi d'autres canaux qu'on ne pense pas forcément, mais Vinci a des alliances, des partenariats avec Coyote Waves, dans lesquels toutes les infos de ces applications-là viennent remonter et agréger leur environnement, avec également les services de Météo France. Et dans les chaussées, il faut savoir qu'aussi il y a des capteurs implantés dans la chaussée, et que ces capteurs-là remontent des infos. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'informations à gérer au niveau du réseau Vinci, et de ce fait, il s'appuie sur des IA pour gérer certaines actions, notamment devant ces analystes qui sont dans les écrans, pour leur afficher un accident, automatiquement, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe devant la caméra, eh bien, l'IA va être capable de reconnaître et d'afficher la bonne caméra devant l'analyste, puisque les caméras, il y en a des milliers et des milliers. Ensuite, en fonction de ce qui se passe et des accidents, eh bien, il y a un déclenchement des effectifs et des secours qui sont faits directement par le réseau Vinci. On va revenir après sur ce schéma. Au niveau du SOC, on entend un peu tout sur les différents termes. Il faut savoir que le SOC, ça existe depuis des années. On est parti d'abord d'un SOC traditionnel, qui était souvent on-premise, lourd à gérer et basé principalement sur des patterns, des expressions régulières. C'est l'équivalent à des dictionnaires antivirus. Il y a quelques années, les éditeurs, notamment, ont commencé à sortir ce qu'on appelle les EDR managés. C'est vraiment l'agent sur l'endpoint dans lequel on va avoir un conseil de supervision pour gérer tous les éléments de sécurité, mais juste sur la cible EDR. Donc, là, il y a beaucoup d'offres sur le marché actuellement. Je ne vais pas vous les citer, mais on entend des SOC Lite, des Microsoft, ce genre de... Généralement, tous les antivirus et tous les éditeurs aujourd'hui sont sur ce modèle-là. Tout à fait. Après, l'amalgame qui peut être fait, c'est souvent on utilise le terme SOC. D'accord, alors que SOC complet, ça va au-delà de ça. Aujourd'hui, on parle de SOC Next-Gen, qui est vraiment apparu dans les années 2022, avec une approche bien différente. C'est vraiment le SOC complet, qui est souvent en mode SaaS. Et ça, c'est important pour gérer tous ces événements-là, pour courir les infos et aussi apporter l'intelligence. Je m'explique, par exemple, si on a un SOC en mode SaaS avec 10 hôpitaux dedans, il y aura du profilage, de l'apprentissage, le SOC va apprendre de ces événements-là. Si j'ai un 11e hôpital qui vient s'intégrer dans le système, il va pouvoir bénéficier des événements de sécurité qui sont sûrement similaires, en partie avec les autres hôpitaux. Donc ça vient enrichir l'écosystème. Alors, c'est souvent basé sur un XDR qui permet de corréler des logs, mais pas qu'un environnement EDR, puisque l'EDR c'est important, mais nous on recommande de souvent partir de la défense, de la partie périmétrique, notamment des firewalls, et ensuite des termes un peu plus barbares, comme je dis souvent, UEBA, donc ça c'est pour vraiment l'apprentissage du comportement utilisateur, le SOAR pour l'orchestration et les rémédiations, et avec une notion de CTI qui permet justement d'apprendre en fonction des métiers et c'est pour ça que ces softwares sont souvent en mode SaaS pour que chaque tenant, chaque client puisse bénéficier de tous ces événements corrélés à l'intérieur. Et le développement en fait de ça, comme c'est en SaaS, chacun des acteurs au sein d'un tenant bénéficie en fait de l'expérience et de la remontée au niveau de l'IA de tous les autres sociétés qui sont en SaaS. Exactement. Donc par rapport à notre comparaison avec le réseau Vinci, eh bien, on peut dire que le PC sécurité, quand on a un SOC, eh ben, ça correspond à la salle avec les fameuses caméras et toutes les équipes. Ça, c'est le SOC, c'est la structure. Ensuite, toutes les informations qu'on va aller chercher sur les firewalls, l'Active Directory, le EDR, etc., ça, ce sont les sources de logs. Tout ça, c'est envoyé dans une base, ça s'appelle un puits de log, le SIEM. Alors, souvent, les produits font tous ces rôles-là. Pour faire
du profilage d'apprentissage, eh bien, on va s'appuyer sur l'UEBA et le SWAR. Et ensuite, eh bien, quand on a dans un plateau une équipe SOC, on a souvent une équipe SOC pour la partie remédiation et gestion des incidents. Si je reviens à mon schéma avec les briques de tout à l'heure, côté Monaco Digital, l'idée c'est de pouvoir envoyer, selon la maturité du client, le maximum de logs. On commence souvent par la partie périmétrique, donc les firewalls. C'est aussi intéressant d'envoyer les logs de l'Active Directory, puisque c'est le centre névralgique. Et bien sûr, après, tout ce qui va être agent de détection, donc que ce soit sur la partie smartphone avec du MTD, la partie poste avec de l'EDR, de l'NDR, etc. L'important, c'est d'y aller par maturité, monter en puissance, pour ne pas noyer non plus les plateformes et les analystes, et purger et définir les bonnes règles pour le client. Donc, ça dépend aussi de son degré de maturité. On peut éventuellement aussi rajouter en log toutes les infos traitées par les scanners de vulnérabilité, et on recommande de le faire à la fin, en général. Nous, Monaco Digital Group, on a notre propre SOC qui est pas loin d'ici, qui est un SOC de proximité, représenté par des locaux à Monaco, 800 mètres carrés d'espace, avec une partie SOC, une partie CERT. Et donc, ce qui fait qu'on est un des seuls acteurs régionaux à avoir un SOC en région PACA, en tout cas, porté par Pure Player Monaco Cybersécurité, qui lui adresse l'Europe. On a fait le choix de s'appuyer sur des solutions françaises qui font partie de l'alliance OpenXDR, qui est certifiée par l'ANSSI, poussée par l'ANSSI, dans lequel il y a plusieurs acteurs. On a une approche qui s'appelle Best of Breed, c'est-à-dire le meilleur acteur dans son meilleur registre. Donc pour la partie EDR, c'est Arfanglab. Arfanglab, lui, ne fait pas la partie antivirus, mais l'avantage, c'est qu'il vient se corréler parfaitement avec Windows Defender pour apporter la couche d'intelligence au-dessus et de fédérer tous les agents. Lorsque l'EDR corrèle toutes ces infos-là, la télémétrie est envoyée à Sequoia, qui a une forte intégration avec Arfang. Il y a un intake nativement qui a été développé entre les deux éditeurs. Et de ce fait, quand on rajoute ensuite les firewalls et les autres sources de logs, eh bien, on a une vision complète sur les signaux faibles. Et ça, c'est important. Pradeo, c'est un éditeur sur la partie mobile, puisque souvent les éditeurs EDR ne font pas la partie mobile, ou faire un autre produit. Là, Pradeo s'occupe vraiment, c'est le leader européen sur cette partie mobile smartphone. Vous comprenez bien que Arfanglab et Pradeo va vraiment être l'outil endpoint, on va dire, et le Sequoia, la partie pour faire le parallèle. Donc ça va compléter tout ce qui va être Windows Defender en tant qu'agent endpoint. Là, ici, le Sequoia, ça va être plus la partie Sentinel-One si on veut faire le parallèle avec Microsoft. Ce qui est important, c'est que nos équipes, nous, sur Sequoia, sont capables de... Il n'y a pas de limite sur Sequoia, c'est-à-dire qu'on peut agréger n'importe quel type de source de log. Quand il n'y a pas l'intake, nos équipes elles sont capables de le développer pour ajouter la source et envoyer la télémétrie au sein de Sequoia. Bien sûr, on propose le service manager au travers de Monaco Cybersécurité. Et ce qui est important à retenir sur ces technologies-là, ça c'est peu importe les discours que vous entendez des éditeurs, des constructeurs, c'est que 20% c'est la technologie, le reste, ça reste les compétences des analystes et des expertises. Et ça, c'est vraiment important. Là où on se différencie nous concernant, c'est bien sûr un SOC de proximité, mais dans lequel la partie SOC est en capacité de déclencher les différents centres de services de Monaco Digital qu'on a vu tout à l'heure. On a vu ce week-end la faille VMware. Et bien souvent, les SOC, ils vont vous donner la consigne quoi faire, quel patch appliquer pour corriger la vulnérabilité, ou quel service stopper, niveau workaround, mais ils ne vont pas le faire pour vous.
l'avantage du groupe Monaco Digital, c'est qu'en fonction de la vulnérabilité à corriger, si c'est une Fortinet, si c'est une VMware, eh bien, on va pouvoir déclencher nos ingés Virtu, stockage, réseau, pour pouvoir, si nécessaire, et système, bien sûr, quand c'est du Exchange, pour pouvoir, bien sûr, appliquer les fixes pour vous, et toujours en collégialité avec le client. Ici, on vous a affiché un exemple d'architecture qu'on a travaillé sur l'un de nos clients. Tout ça pour vous dire que ce client-là, il est full Azure, worldwide, avec des sites partout dans le monde, complètement sur Azure. C'est un projet intéressant parce qu'on a à la fois du SASI. Le SASI, c'est un référentiel qui vient agréger les éditeurs et constructeurs qui ont un focus sur la partie protection des workloads cloud et des lignes SDSL, ce genre de choses. Donc, ici, on a travaillé avec un éditeur qui s'appelle Cato Network. Et bien sûr, il reste des réseaux, des switches et des firewalls au sein des entreprises, des agences. Donc ici, on voit l'Aruba centrale qui vient corréler tout ça. Et tout le reste, c'est sur Azure. Donc là, l'idée, c'est d'envoyer la télémétrie de ce qui se passe côté Azure, mais aussi de ce qui se passe côté firewall et switch côté Aruba et côté SASI avec Cato, vers la plateforme OpenXDR, qui est en mode SaaS. Toutes ces télémétries-là envoyées vers le SIEM et ensuite est opérée en mode service managé par nos équipes Monaco Cybersécurité qui, elles, sont à Monaco. Autre bonne pratique, c'est très important, surtout pour moi, c'est la surveillance en temps réel de l'Active Directory, qui est le centre névralgique. Il faut impérativement surveiller l'AD. Je ne parle pas de durcissement, une fois que toutes ces bonnes pratiques-là d'hygiène de durcissement sont faites, il faut venir surveiller en temps réel tout ce qui est mouvements latéraux, montée de privilèges, écart, parce que 100% des attaques exploitent une faiblesse Active Directory à un moment. Et ça, c'est des chiffres qui sont de nos SOC. À un moment, dans le schéma d'attaque, il y a une exploitation d'une faiblesse Active Directory. Donc, il faut venir le surveiller. Pour ce faire, nous, on travaille avec les deux leaders du marché, qui couvrent entre 80 et 90% de l'Active Directory, qui sont Varonis et Netrix. C'est pour ça que je les ai cités, mais l'idée, c'est de pouvoir, tous ces événements qui sont corrélés par ces deux outils peuvent être envoyés vers un SOC, vers un SIEM, pour venir l'enrichir. Pourquoi c'est important? Parce que pour ces mouvements latéraux, et ici on vous a affiché un exemple sur notre environnement lab, avec Varonis, qui ressemble fortement à un SIEM. C'est la même approche, mais plus facile à prendre en main. Vous voyez que j'ai deux alertes, notamment en Medium, avec deux comptes de service, Vim et Quest, donc c'est deux logiciels de sauvegarde. Et là, il me remonte une alerte Medium parce que sur ces comptes-là, c'est passé quelque chose. En tout cas, pas normal. Il suffit que je clique dessus et après, il va me les afficher. Et ici, on voit que sur le compte de service, un compte de service Vim de sauvegarde, eh bien, Varonis, lui, il a fait de l'apprentissage. Il est doté d'un moteur UEBA comme un SIEM. Et il a associé ce compte-là à un compte de service, un compte de sauvegarde. Il sait que le Vim, c'est un compte de sauvegarde, et il a fait une opération qui, normalement, n'est pas, comment dirais-je, légitime. Entre autres, ici, j'ai accédé à des données directement avec un compte de service. Donc là, il le remonte en médium. Pareil, j'ai une autre alerte qui est un peu plus faible, qui est notée en faible, c'est avec mon compte, parce que je n'ai pas respecté les règles de l'art, j'ai donné des privilèges directement sur un fichier ou sur un dossier, sans passer par des groupes de sécurité. C'est sûrement ce que j'ai fait. Donc, une alerte un peu moins élevée, mais au-delà de remonter ces alertes-là, vous allez être alerté en temps réel. Via plusieurs comportements anormaux qui vont matcher ensemble. Je prends un cas d'usage chez un client. Un été, mois d'août, on est alerté parce que l'environnement Varonis nous remonte une alerte. Un compte admin du domaine s'est connecté sur des heures non ouvrées, donc la nuit, et a accédé à des données sensibles. Trois items, trois signaux faibles qui ont fait matcher une.
Quand il n'y avait pas la solution, cette solution-là en place, il y avait déjà ces comportements-là qui étaient au sein de l'entreprise, mais aucun outil n'avait alerté du fait que les alertes étaient isolées dans leur coin. Les signaux faibles n'étaient pas agrégés. Donc là, Varonis nous a permis de voir rapidement que c'est un ancien employé qui se connectait une fois par trimestre environ, qui avait toujours son compte VPN, qui se connectait avec un compte admin de domaine qui n'avait pas changé de mot de passe depuis plusieurs années. Et avec ce compte-là, il faisait des rebonds TSE sur les serveurs de fichiers pour faire le curieux, regarder le répertoire, direction, ce genre de choses. Donc, au niveau investigation, une demi-journée, c'était réglé, on va dire. 80% du travail a été fait avec Varonis et 20% avec la partie firewall. Notamment pour voir s'il y a une récurrence. Est-ce que tu veux le faire? Voilà, donc on va essayer d'accélérer un petit peu. Au niveau vraiment de la gestion également du coup de la sécurité de votre SI, ce qui est important de savoir et de mettre en place, ce sont qui sont responsables de quoi. Au niveau Azure, il faut quand même arriver à le segmenter, même s'il peut y avoir des acteurs sur différents points, mais il faut avoir en tête justement qui est responsable de ces différents niveaux. C'est là où on va savoir qui est responsable du network, de la gestion de la sécurité du endpoint, qui est responsable du SOC ou du CERT, ainsi que qui est responsable des politiques de management et également quels sont les standards de sécurité à mettre sur les identités. Donc ça, c'est vraiment important de désigner ces fonctions et d'avoir clairement en tête dans les sociétés des groupes qui indiquent ça et avec des identités et des utilisateurs désignés responsables. C'est vraiment la matrice des rôles et des responsabilités. Voilà, de RACI, si on fait parallèle. Pour aller donc, pour continuer, pour en faire le parallèle également par rapport à l'AD, ce que tu disais sur du on-premise, ce qui est malgré, on est dans Azure, ok, c'est le cloud, c'est tout ça, mais comme on a vu tout à l'heure, comme on segmentait, on a également tout ce qui est la partie firewall. Elle ne déroge pas à la règle côté Azure. On a bien donc qu'on utilise ce qui est natif chez Azure, Azure Firewall ou des solutions tierces. Tous les grands acteurs, Cisco, Forti, ont leurs solutions qui s'intègrent pour faire le pare-feu entre vraiment la partie publique Internet et la partie interne de votre tenant et de vos données. Au niveau, je pense qu'on va passer sur, voilà. Donc l'Azure Firewall, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'aujourd'hui tout le monde a la notion, en tout cas ceux qui participent à la réunion, je pense, savent ce que c'est un firewall. Donc c'est vraiment toutes les règles, et ça ne dispense pas le fait d'être sur Azure, d'avoir une hygiène également sur ces règles. Qui a droit à quoi au niveau réseau, au niveau, donc vraiment tout ce qui est couche 3 et 4 qu'on connaît. Et bien sûr, le Azure Firewall a tout ce qu'il faut pour s'interfacer avec encore vos parties on-premise et également du filtrage si ça vient de cloud tierce, ce genre de choses. Au niveau pare-feu toujours, en plus dans Azure, quand vous allez publier des applications web, il est très conseillé et fort, enfin, c'est pas fortement, c'est justement un des points essentiels parce que beaucoup d'attaques continuent à se faire via de l'injection SQL et ce genre de choses. Et là, ce n'est pas donc le Azure Firewall, mais c'est ce qu'on appelle les WAF, les Web Application Firewall, dans lequel il y a, en fait, ça protège au niveau de la couche 7, c'est-à-dire tout ce qui va... vous êtes autorisé à faire du 443 vers ce site. On est d'accord que ça, c'est autorisé par le firewall. Mais par contre, à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire comme requête HTTPS? Est-ce que ce n'est pas un code malveillant? C'est là où il y a tout cet intérêt du Web Application Firewall, qui de base est inclus dans Azure avec une version basique. Il y a une version avancée. Il y a également, pareil,
des solutions tierces et des acteurs, toujours des acteurs au niveau firewall. Donc ça, c'est aussi très important à mettre en place. Et vraiment, au niveau de la sécurité, il faut y penser. Parce que ça ne va accepter que les requêtes valides et tout ce qui va être attaque par SQL injection, XSS, tout ce genre de choses, eh ben, on est protégé. La partie sur la donnée, bien entendu, chez Azure, chez Microsoft, il y a toute la donnée, on a ça. Et ben, une façon de la protéger, c'est de savoir qu'est-ce qui est cette donnée et d'avoir tout le cycle de vie de la donnée. Ce n'est pas simplement la poser et la laisser là, ça va être justement de savoir qu'est-ce qu'on a pour pouvoir l'identifier. Et une fois qu'on l'a identifié, on va mettre des marqueurs, tout ce qui va être metadata. Et une fois qu'on aura appliqué toutes ces métadatas, on va pouvoir appliquer de la prévention et également de la vie de la donnée et de la gouvernance de la donnée et également prévenir donc, tout ce qui est data loss prevention, la fuite de données, grâce à tout ce qui est metadata appliqué via la DLP. Sachant que donc, ça, c'est Microsoft Purview qui permet de faire ça. C'est vraiment cet ensemble-là à l'intérieur duquel on va trouver toutes les règles de DLP et de classification. Il y a également toutes les règles de cycle de vie, archivage, quand la donnée arrive, quand est-ce qu'elle va être archivée ou supprimée, puisque beaucoup de données en fait n'ont pas lieu d'être là à vie. Donc voilà, passe rapidement les slides. Donc ça c'est comment est-ce qu'on connaît sa donnée. Il y a également tout un apprentissage chez Microsoft qui classifie les données. On lui ingère de la donnée et tout seul, il va pouvoir l'intégrer et l'apprendre. Donc ça, c'est avec, avec les licences. Alors ça commence sur des licences même premium. Et pour tout ce qui va être complètement automatisation de licences, on a les licences E5, Microsoft 365 E5, qui permet de faire un maximum de choses. Également, des agents qui peuvent être déployés là-dessus sur du on-premise. Donc, ça peut s'appliquer même sur du SharePoint on-premise et sur des serveurs de fichiers on-premise. Il y a des agents qui permettent de faire ça. Donc, et on fait quoi avec cette DLP? On peut empêcher d'imprimer, de faire du scan, ça peut empêcher de faire des print screens, ou simplement alerter, c'est-à-dire des personnes qui sont alertées que tel ou tel fichier, il y a eu tel ou tel mouvement, simplement l'interdire, hein, on ne peut pas le mettre dans Google ou dans un webmail, ce genre de choses. Et donc ça, c'est vraiment géré. Et toutes ces règles sont à mettre et à utiliser via Microsoft Purview. Donc il y a la possibilité de plutôt sensibiliser que de bloquer, comme peut faire des DLP tierces. Oui, tout à fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, comme pour toutes les règles de politique chez Azure, il y a la partie what if qui va vous montrer qu'est-ce qui va s'appliquer sur une donnée précise. Et il y a également toute la partie log où on peut appliquer toutes les règles des politiques, d'abord en log only, sans appliquer l'action. Et en fait, on a le rapport de ce qui se passe. Et ensuite, on peut activer, bien entendu, les règles. D'ailleurs, dans ce système-là qu'il faut appliquer ça. Et en sachant que ça se fait sur le long terme. Ça reste de l'hygiène, toute cette partie-là. Et bien sûr, sur la résilience de données, une fois malgré tout ça, pour protéger sa donnée, il reste quand même cette partie résilience et backup qui, pour Monaco Digital, reste un point essentiel. Et je te laisse parler sur là-dessus, puisque c'est un peu ton dada. Effectivement, le backup, il est important. Ça rentre dans cette logique de résilience. Et de ce fait, c'est l'une de nos expertises chez Monaco Digital. On a ce qu'on appelle une cellule backup qui est capable d'intervenir post-cyberattaque pour accompagner les clients dans ce qu'on appelle l'investigation. C'est une équipe qui, le week-end, la nuit, va intervenir pour accompagner le client,
qui est victime de cyberattaque, et de gérer, de prendre en charge ce qu'on appelle le stream backup, ce qui permet de décharger le client, il n'a pas à s'occuper de la partie sauvegarde. Trois grandes missions dans ce service-là, ce qu'on appelle identifier les safe assets. Première chose, l'entreprise vient d'être victime d'un ransomware au travers d'un playbook bien spécifique, et il ne sait pas dans quel état sont ces données, notamment celles de sauvegarde. Et bien, notre objectif là, c'est d'aller voir dans quel état elles sont, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est chiffré, qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer, etc. On appelle ça les safe assets. Deuxième chose, c'est l'investigation. On va ici essayer de comprendre le schéma d'attaque, l'anatomie de la cyberattaque sur l'environnement de sauvegarde, toujours sur l'environnement de sauvegarde, pour comprendre comment le groupe d'attaquants a pu chiffrer les données de sauvegarde, ce qui les a supprimés, par où il est passé, par quel protocole, etc. Et ensuite, exporter les logs. Pourquoi? Parce que dans une cyberattaque, il y a toujours la cellule de crise, la cellule d'investigation. Il faut fournir à la cellule d'investigation les logs. Notre objectif ici, en gérant la cellule de sauvegarde, c'est d'aider la cellule d'investigation à comprendre ce qui s'est passé dans les logs de sauvegarde, qui sont assez spécifiques, et d'aller plus vite dans la compréhension. Et on peut leur émettre des hypothèses de ce qui s'est passé de ce fait. Et enfin, une fois que ça s'est fait, en général, l'entreprise, elle, va commencer à reconstruire quelques éléments sur une cleaning room ou sur une infra dédiée, isolée, commencer par remonter la mur AD en général, et il faut très rapidement mettre en œuvre des sauvegardes. Donc, on parle ici de sauvegarde de circonstances, c'est soit en utilisant du matériel existant du client, puisqu'il n'est pas en capacité d'en acheter tout de suite, notamment dans les attaques sophistiquées, soit nous, Monaco Digital, on a des matériels exprès pour l'aider dans cette reconstruction. L'objectif ici, c'est vraiment de construire un environnement de sauvegarde qui va permettre de sauvegarder toutes les VM qui vont être progressivement redémarrées, pour pas qu'ils soient sans sauvegarde. On appelle ça circonstance parce qu'en général, c'est temporaire. Après, on réfléchit à une architecture de sauvegarde beaucoup plus complexe, beaucoup plus résiliente, avec des nouveaux matériels souvent, etc. Donc ça, c'est une expertise. Ces expertises-là nous ont fait travailler sur des cyberattaques fin 2022 en accompagnant nos clients, certains de nos clients, certaines entreprises. Et donc, ça nous a permis de voir sur le 3e et 4e semestre que ces attaques-là avaient beaucoup évolué en termes des attaques beaucoup plus sophistiquées, en tout cas sur les environnements de sauvegarde. Pourquoi? Parce que jusque-là, on avait des attaques au travers de certains groupes attaquants type Kunti, Logbit, ce genre de groupe-là, qui étaient ciblés sur les environnements de sauvegarde qui restaient dans le domaine. D'accord? Et là, on a pu voir des attaques qui ciblaient les environnements de sauvegarde hors domaine, avec une réussite. Des attaquants, pour ce faire, qui ciblent les gestionnaires de mots de passe, notamment les gestionnaires type qui passent, mais pas que. C'est pas qui passe comme exemple, mais c'est vraiment tous les gestionnaires, et qui vont faire, comme on l'a dit à plusieurs reprises, du mouvement latéral. Donc, nous, ce qu'on recommande sur ces attaques-là, sur ce panel-là, c'est de segmenter les mots de passe dans différents gestionnaires de mots de passe, en particulier les comptes locaux, le compte CISO, SSI, Sécurité Officer. C'est-à-dire de ne pas mettre, souvent sur les matériels, on a des comptes admin, des comptes de double barrière RSSI. On a pu voir que certains comptes étaient dans le même gestionnaire de mot de passe. L'idée, c'est de les isoler. Ne jamais laisser les gestionnaires de mot de passe ouverts sur le PC. On voit souvent les admins qui passent le matin, qui laissent ouverts sur leur poste toute la journée. Donc, à partir du moment où on n'a plus besoin des gestionnaires, il faut le fermer. Il y a des attaques qui exploitent ce comportement-là, en tout cas. Et je ne recommande pas de sauvegarder ces clés de passe-là sur des serveurs de fichiers, puisque quand il y a des persistances sur l'infrastructure, les serveurs de fichiers en général sont très exploités par les attaquants. Donc, s'il y a le gestionnaire dessus, ça le met en exposition.
Segmenter réseau avec des VLAN dédiés et matrices de flux, on l'a vu, c'est possible sur Azure, donc mettre l'environnement de sauvegarde sur un VLAN dédié dans Azure, ça c'est faisable. Bon, et appliquer une matrice de flux assez drastique. Ce qu'on a pu voir sur la partie données de sauvegarde, qui était qui était nouveau, on a vu des mouvements latéraux sur les interfaces d'administration des matériels de sauvegarde, entre autres type appliance, et avec une volonté non pas de chiffrer la donnée, mais de la supprimer manuellement. D'accord? Donc, versus une attaque opportuniste, où on avait pu voir, notamment dans le Nord, au nord de la France, les années précédentes, où les attaquants ont chiffré les données de sauvegarde sans que ce soit vraiment volontaire, sans le savoir. Ici, il y a une volonté d'aller supprimer manuellement la donnée. Pour ce faire, ils ont monté en compétence sur toutes ces technologies-là. Et s'ils rencontrent, enfin, s'ils n'ont pas la compétence, qu'ils ne connaissent pas la technologie, ils vont pouvoir aller s'appuyer sur des forums pour aller chercher les infos qui vont bien. Ensuite, on a vu également de la compromission NTP ou NTP spoofing pour corrompre l'immuabilité. L'immuabilité, c'est le fait que la donnée elle soit inaltérable, immodifiable, insupprimable. Sur la partie sauvegarde, il y a beaucoup de technologies qu'ils proposent aujourd'hui. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais il y a des technologies, dès qu'il y a compromission du NTP, elles perdent le repère dans le temps, et de ce fait, l'immuabilité, elle est caduque. De ce fait, après, ils peuvent purger les données. Ce qu'on a vu également sur une attaque assez sophistiquée, c'est qu'on peut récupérer les données qui sont sur des appliances. Les appliances, c'est des bêtes de stockage qui ont été pensées pour la sauvegarde, qui embarquent beaucoup d'intelligence. Et même si la donnée a été supprimée, on est en capacité, les constructeurs, de restituer au travers ce qu'on appelle des entêtes de l'appliance, des headers, restituer la donnée. Pour comment dirais-je, enlever cette possibilité de restauration, il faut venir écraser les entêtes, écraser les headers. Pour ce faire, c'est simple, il faut créer des fichiers, mettre de la fausse donnée, la supprimer, faire ça plusieurs fois, et les entêtes sont écrasées. On a vu des groupes d'attaquants qui ont connaissance du fonctionnement des appliances et qui ont fait ça sur des matériels. Chose qu'on ne voyait pas avant. Ces matériels de sauvegarde-là embarquent des protocoles propriétaires très sécurisés qui discutent sur un seul port, en général, avec authentification forte. Donc, en général, c'est vrai que c'est très costaud. De ce fait, les attaquants n'arrivent pas, les groupes d'attaquants n'arrivent pas à corrompre ce protocole propriétaire à la baie de stockage ou à l'appliance. Mais du coup, vont contourner ce protocole-là en essayant de se connecter sur l'interface d'administration par tous les moyens et d'activer un autre service qui n'était pas activé. Donc on a vu sur des appliances le démarrage de services type CIFS, NFS, alors que la baie de stockage il était arrêté, ce service-là. De ce fait, quand il démarre un service CIFS, la baie de stockage devient comme un NAS, et il suffit ensuite de faire un partage réseau, enfin monter un lecteur réseau, et de lancer son ransomware, et bypasser le protocole propriétaire. Recommandation, bien sûr, compte nominatif sur tous les matériels, compte différents, drastiques, complexité forte. Utilisation de MFA, quand vous pouvez utiliser des technologies qui embarquent du MFA, faites-le. Administration de l'environnement de sauvegarde depuis un bastion, et un durcissement qui est drastique. C'est vrai qu'on discute avec nos clients sur l'environnement de sauvegarde, et ils disent, voilà, souvent les remontées qu'on a, c'est quand même assez drastique, le durcissement, mais c'est volontaire. Le sauvegarde, c'est le dernier rempart, donc il faut absolument le verrouiller au maximum. Ensuite, on recommande d'anonymiser les matériels de sauvegarde, les comptes de service, pas appeler son serveur SRV-backup ou son compte de service SBC backup. Pourquoi? Parce que ces groupes d'attaquants-là, à travers leur outil de reconnaissance, vous pouvez regarder sur Internet un peu leur schéma d'attaque. La première chose qu'ils vont faire, c'est faire un inventaire des comptes dans la dev et des outils MiCAT utilitaires, et après essayer de repérer les comptes de sauvegarde qui ont souvent beaucoup de privilèges. Donc on recommande d'anonymiser de bout en bout l'environnement de sauvegarde.
et pourquoi pas de créer des honeypots si vous en avez la maturité et les équipes pour l'exploiter. Bien sûr, de surveiller le NTP. Il y a aussi beaucoup de technologies qui proposent des protections horloges, notamment sur la partie sauvegarde, ou qui se mettent en protection s'il y a un décalage de 15 minutes de temps. Ces matériels-là se mettent en protection. Et bien sûr, choisir des matériels et des technologies qui embarquent de plus en plus la sécurité. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur ce milieu-là, et c'est tant mieux. Et enfin, autre modèle d'attaque qu'on a vu qui était vraiment insolite, pour le coup, les logiciels de sauvegarde utilisés comme outil d'attaque. Donc, on a vu une entreprise qu'on a accompagnée qui s'est fait, dans lequel il y avait un logiciel de sauvegarde sur un serveur rattaché avec une robotique. Et forcément, quand on dit robotique égale bande, et malheureusement, c'est vrai que les bandes, c'est vu comme une corvée, hein, la gestion des rotations n'est pas souvent bien respectée, et de ce fait, les bandes étaient restées dans la robotique. Alors, le groupe d'attaquants n'a pas réussi à faire fonctionner, comment dirais-je, le logiciel de sauvegarde de l'entreprise, trop compliqué. De ce fait, ils en ont installé un autre, qui n'avait pas l'entreprise. Ils ont installé un autre logiciel de sauvegarde, donc il y a un produit de backup qui s'est retrouvé dans l'environnement du client, qu'il n'avait pas, et à partir de ce moment-là, la robotique a remonté automatiquement dans le logiciel de sauvegarde, et de ce fait, ils ont pu formater les médias. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, parce que c'est utiliser un autre outil de backup comme utilitaire d'attaque pour le groupe. Donc, nos recommandations sur la partie offline et média band, hein, c'est de bien conditionner les médias dans un coffre sécurisé et ignifugé. Voilà, donc ça, c'est vraiment les nouveautés qu'on a pu voir en fin d'année, Q3, Q4. Voilà, il faut toujours prendre ça au sérieux. Ce qu'il faut retenir sur ces modèles-là, c'est que plus on avance, plus ces groupes-là ont des compétences et savent aller, s'ils ne les ont pas, savent où aller les chercher. Bon. Ici, on vous a mis, pour terminer, hein, c'est un exemple d'architecture qui est orienté vraiment sur Azure. Nous, ce qu'on recommande, c'est une rupture technologique. En tout cas, moi, je le recommande, c'est-à-dire le backup, c'est le dernier rempart, donc de faire les sauvegardes Azure avec un autre produit, pour avoir une rupture technologique et de s'assurer des backups. Bien sûr, je recommande d'avoir une sauvegarde externalisée, malgré que vous soyez dans le cadre, de fait, si à un moment vous devez restaurer, on est à l'abri de rien, donc c'est bien d'avoir une copie externalisée. Donc ici, vous avez un exemple avec le logiciel Vim qui est dispo sur Azure, il y a du backup pour Azure, qui est leader sur ce segment-là. Il y a également un... Il y en a encore pour longtemps? Non, 2 minutes. Ok, merci. Il y a un Vim backup pour M365 également. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que l'environnement il est full sur Azure. On a une sauvegarde directement sur Azure afin d'avoir une rétention courte et de pouvoir restaurer le plus vite possible sur Azure. Donc, premier point de sauvegarde directement sur Azure. Ensuite, on a une copie sur un serveur physique qui est sur l'environnement on-premise, sur des disques locaux, et sur lequel est rattachée une robotique, dans lequel on vient faire un export offline sur Vim. Il faut savoir qu'avec Vim, vous pouvez faire n'importe quel type d'architecture, hein, finalement. Ça, c'est une idée, mais il y en a d'autres. Vous pouvez également, si vous ne voulez pas de copie chez vous, mais avoir une rupture avec Azure, pour la partie backup, envoyer vos backups directement sur un autre cloud provider, qui fait du stockage objet. On a une offre, par exemple, sur Wasabi. Vous faites une sauvegarde d'Azure directement vers un stockage objet Wasabi, qui est un coût très intéressant. Et de ce fait, ça ne repasse pas par votre site. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci.